Dans le cosmos qu'est le monde de la joaillerie, les sujets sont nombreux et divers, comme autant de galaxies qui gravitent ensemble dans le système planétaire joaillier que J'aime Genève a construit. Ce salon devenu événement culturel offre à ses exposants comme à ses visiteurs un ensemble de sujets d'exploration autour de l'histoire du bijou, des savoir-faire ou des problématiques actuelles. Alors, je les ai rassemblés dans un univers. Cette nouvelle saison, la 7e du podcast thématique Il était une fois le bijou. Pour cette émission, je vous propose d'explorer une nouvelle nébuleuse, celle des automates musicaux, des merveilles d'hier comme d'aujourd'hui, qui rassemblent le génie créatif, les savoir-faire d'excellence, le défi de la miniaturisation et bien sûr la magie de l'animation des objets. Aussi, je vous invite à entendre Estelle Fallet, la conservateur en chef au Musée d'art et d'histoire de Genève, en charge du domaine horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniature. Et François Junot, considéré comme le plus grand automatier du monde, qui en plus de ses œuvres animées originales, est le créateur notamment du célèbre automate La Fée Ondine créé pour Van Cleef & Arpels. Je suis avec Estelle Fallet, la conservatrice en chef du Musée des Arts et d'Histoire de Genève, et François Junot, automatier et sculpteur. Bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour François. Bonjour. Pour moi, les automates, c'est tout à la fois Martin et Martine qui sont en haut de mon beffroi de ma ville natale de Cambrai. Ce sont aussi les montres érotiques que j'ai découvertes chez Sven Andersen. Et puis les boîtes à musique. C'est ça ou c'est autre chose ? À l'unanimité, c'est ça. Et c'est tout autre chose, tout plein d'autres choses. Voilà. C'est du mouvement introduit dans des objets d'art. Pour résumer, pour donner un contexte global. Et ce sont des animations qui participent à la magie que peut dégager un objet, qu'il donne l'heure ou qu'il soit d'un autre usage. Il y a aussi une mécanique qui permet de réaliser des simulacres de gestes de vie, de gestes humains, sur des petites surfaces, des cadrans de montre ou des boîtiers, dans des boîtiers ou dans des pendules, puisque nous avons quelques exemples aussi de scènes de cirque, par exemple, qui sont spectaculaires, qui donnent à voir un spectacle qui exploite ce mouvement et ces simulacres de gestes. Si on remonte dans le temps, ça daterait de quand ? Alors, vous avez parlé, vous, des Jacquemart du Beffroi. Ça, c'est l'apparition de l'horloge publique de Tours, les horloges de grand format, qui étaient accompagnées de Jacquemart, qui est une grandeur nature souvent, qui tapait sur des cloches avec de grands marteaux au passage de l'heure ou de la demi-heure. Et ça, c'est la source d'inspiration des horlogers qui vont réduire ces Jacquemart sur des petites surfaces dans de petites dimensions. Les horloges de Tours, c'est le XIVe siècle, c'est les débuts de l'horlogerie mécanique qui donne l'heure dans les villes grâce aux cloches, dans les campagnes alentours. Et François, vous avez déjà travaillé sur des automates du XIVe siècle ? 14e siècle, non. Pas. Moi, je crois que les plus anciens que j'ai eu à restaurer, c'était plutôt fin 18e. Mais juste pour compléter le tableau aussi, par rapport à ce qu'a dit Estelle, je pense que les premiers automates existants, selon les Grecs, un automate, ça veut dire qu'il se meut par soi-même. Donc, les plus anciens que j'ai connus, que j'ai vus dans les livres d'Alfred Chapuis, donc c'est des automates qui étaient mus par le sable, comme un sablier. Mais il faut imaginer un entonnoir avec du sable qui coule. Et puis à la sortie, on a une petite hélice, comme des pales de moulin à eau. Et le sable les fait tourner. Puis à partir de ça, ça crée un mouvement excentrique ou bien avec des cames qui ouvraient des yeux d'un personnage ou qui levaient les bras ou autre. Donc ça, c'est dans les plus anciens qu'on connaisse. Et aujourd'hui, la robotique, on peut dire que c'est aussi des automates qui se meuvent aussi par eux-mêmes. Et puis nous, on se trouve un petit peu au milieu, plus proche des robots que des Égyptiens, ça c'est clair. Mais c'est sûr que par rapport aux objets qui existent encore maintenant, on a surtout des objets à partir du 15e, 18e et 20e siècle. Mais c'est clair que tout ce qui s'est passé avant
comme les automates du phare d'Alexandrie, qui fonctionnaient des fois avec de l'air, comme des éoliennes, ou bien avec de la vapeur, donc un feu qu'on chauffait, puis avec cette eau, cette vapeur, on faisait fonctionner des mécanismes. Là aussi, on a que des écrits. Et aussi, les Arabes ont fait aussi beaucoup d'automates. On a aussi que des dessins. On essaie d'imaginer ce que c'était. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous est resté ancré dans nos têtes, c'est ce qu'on a dans nos musées. Mais au Japon, ils ont aussi toute une tradition d'automates, les karakuri ninjo, comme ils disent là-bas, qui datent aussi de la fin du 18e. Ils sont faits entièrement en bois. Donc les engrenages sont en bois, les personnages, la tête, etc. Il y a juste un peu de tissu pour les couvrir. Et puis, c'est des automates qui étaient utilisés pour la cérémonie du thé. Donc, on leur posait une petite tasse sur un plateau. Ensuite, ils avançaient, ils traversaient le tatami, ils s'arrêtent en face devant l'invité. On boit le thé, on leur pose dessus. À ce moment-là, il fait un demi-tour et il revient vers la personne qui sert le thé. Et ça, c'est des automates que nous, on ne connaît pas ici en Europe. Mais par contre, au Japon, tout le monde les connaît. C'est là que c'est intéressant aussi de voyager et puis de voir ce qui s'est fait dans d'autres pays. Et je pense que le pays le plus proche de l'Europe, c'est quand même le Japon au niveau des automates. Parce que c'est vrai qu'en Chine, les automates qu'on voit dans la cité interdite, d'ailleurs, il y en a un dans ce style qu'un éléphant qui est au musée d'art et d'histoire de Genève. Ils en ont fait énormément, fin 18e, pour l'Empire chinois. Là, il y avait une demande énorme qui a disparu depuis, hein. Et c'est vrai que maintenant, ce métier de fabricant d'automates est devenu un métier rare, mais qui revient depuis quelques années, encore plus maintenant qu'avant. Et tant mieux, parce que maintenant, il va falloir former ces gens-là pour essayer de suivre cette demande dans la mesure du possible. Donc, si on reprend le cheminement, il y a différentes formes. On a parlé des grands qui étaient au XIVe siècle, et on a parlé qu'il y a une grande masse vers le 18-17, c'est ça? C'est ça. Effectivement, il y a toute la période archaïque, entre guillemets, ou mal documentée aujourd'hui, mais effectivement qui remonte dans les temps très anciens. Et puis, avec ma casquette de conservateur d'horlogerie ancienne, je raccroche à l'horlogerie mécanique et cette horlogerie de grand format, 14e siècle. Et puis, un âge d'or, effectivement, de l'horlogerie 18e siècle, qui cultive l'automate et la musique, les carillons, pour conquérir de nouveaux marchés. Et François a parlé des horloges à automate et à musique confectionnées pour la cour de Chine. C'est un élément très important des échanges entre Europe Est et Ouest, ou Ouest et Est, et inversement. C'est un élément très important qui a ouvert vraiment l'horlogerie mécanique avec sa plus-value que représentaient les automates et la musique. C'est un élément qui a fait ouvrir les portes de la Chine aux productions européennes et à l'horlogerie européenne. Donc les Chinois connaissaient d'autres manières de mesurer le temps, mais non mécaniques. Et cette horlogerie mécanique qui est très figurée par la clé de remontage d'une horloge, par exemple, ou d'une montre, c'est vraiment ce qui a introduit l'horlogerie là-bas. Et puis ce qui est très intéressant, c'est de souligner le mouvement inverse, puisque ces horloges ont généré des productions indigènes associées au savoir-faire déjà sur place aussi, comme je pense à l'émaillerie à Canton, les émaux de Canton, les émaux cloisonnés étaient très réputés, mais pas appliqués à l'horlogerie. Et du coup, ils ont donné lieu aussi à une fabrication indigène appliquée à l'horlogerie. Et c'est ces objets chinois, quelque part, qui sont revenus dans les collections européennes et qui nous montrent cet échange continuel de savoir-faire, de transmission, d'assimilation des techniques et de perpétuation des savoir-faire. Quand vous parlez de cet aller-retour d'échange et de savoir-faire avec la Chine, on est au début vers Louis XIV, je suppose. Alors, il y a un empereur de Chine contemporain de Louis XIV, exactement, qui s'était mis à collectionner ces objets et qui faisait venir ce qui se faisait de meilleur dans les ateliers de Londres et de Genève pour alimenter ses propres collections et puis soutenir le développement de ces techniques en Chine, parce qu'il était très attentif à développer aussi la science dans son empire. Oui, on connaît tous le fils du ciel, comme il se nommait, qui était l'équivalent du roi soleil chez nous, et qui donc aimait tous les deux le luxe, l'étrangeté, la rareté, etc., etc. Et donc, cette horlogerie mécanique qui est grande, par exemple, cet objet dont vous parlez, moi, j'avais pas tout de suite compris parce que je trouvais que ça avait quelque chose d'un peu indien dans le style. Est-ce que on peut essayer de la décrire pour qu'on se la représente? Déjà, elle fait 95 cm de hauteur, hein, c'est pas une petite pièce.
Et donc il y a un sous-bassement dans lequel est le mécanisme, que bon là on voit parce qu'on a enlevé la boîte pour qu'on la voit. Au-dessus, il y a une scène de petits personnages, pour le coup chinois, avec un chapiteau et 4 colonnes. Et encore au-dessus, il y a un autre mécanisme. Qui est l'automate lui-même, qui est l'éléphant, qui fait bouger sa trompe, qui bouge les oreilles, qui bouge sa queue, qui anime quelque part tout ce théâtre, puisque c'est presque une scène de théâtre, puisque le corps intermédiaire représente une scène tournante qui présente effectivement des figurines en ivoire chinois du XVIIIe siècle, qui ouvrent et ferment des livres au fur et à mesure qu'ils passent devant le spectateur. Donc c'est un spectacle total, quelque part un spectacle qui est proposé dans l'espace domestique et qui habillait les appartements de la cité interdite. Alors, et puis le sous-bassement, effectivement, contient le mécanisme horaire qui donne l'heure, et puis le mécanisme à musique avec un système de cloches frappées par des marteaux. Et François, dans les pièces que vous avez eu l'occasion de côtoyer, est-ce qu'il y a une pièce qui vous a particulièrement fasciné et que vous pourriez nous décrire, bien sûr? Oui, moi, à l'époque, quand je suis passé des automates, on peut dire traditionnels, que je fabriquais avec Michel Bertrand, donc la personne qui m'a appris ce métier, c'est vrai que c'était des automates typiquement parisiens, donc de l'époque 1900, qui a été fabriqué. Il y avait une dizaine de marques de fabricants d'automates à Paris, Bontemps. Il y avait encore la maison Vichy, Decamps, Renault. Enfin bref, il y avait une grande concurrence de fabricants d'automates à Paris à cette époque. Mais au niveau purement mécanique, ils étaient moins complexes que des automates de la fin du XVIIIe siècle, de période, le siècle des Lumières, comme on dit. Mais par contre, au niveau esthétique, habits et autres, c'était très léché, c'était très subtil. On sentait déjà Paris, la ville de la mode, à travers ces décorations. C'était vraiment des habits superbes. Mais je ne crois pas que le côté mécanique, c'était le plus important dans ces automates-là. En faisant des Pierrot écrivains, par exemple, avec Michel Bertrand, à chaque fois, il faisait semblant d'écrire. Donc, de plus en plus, je me suis intéressé aux automates qu'on pouvait voir dans les musées en Suisse, notamment les Jacques Hédreau du musée de Neuchâtel, écrivains, musiciennes et dessinateurs. Et là, pour moi, c'était une forme de rêve de me dire, mais voilà, le Graal des automates à cette époque-là, c'était de pouvoir écrire, dessiner aussi bien qu'un être humain. Parce qu'un dessin fait par un androïde dessinateur mécanique, il dessine aussi bien qu'un vrai dessinateur ou qu'un véritable écrivain. Donc ça, c'est une prouesse. On ne pourrait pas faire de même avec un musicien. On ne pourrait pas faire jouer un violoniste, un pianiste ou autre, un flûtiste, aussi bien qu'un être humain. Par contre, dans le dessin, on peut y arriver. Et c'est ça qui m'avait attiré dans ce genre d'androïde. Donc j'avais été au musée de Neuchâtel. J'avais observé de l'extérieur ces automates. Bon, on peut voir le mécanisme depuis l'arrière. C'est tombé presque en même temps. Un musée japonais avait fait une demande pour acheter ces automates de Neuchâtel. Bon, bien sûr, c'était du patrimoine, donc ils n'étaient pas à vendre. Alors après, ils se sont dit, on aimerait bien une réplique. Et là, c'était Caroline Junier-Claire, à l'époque, qui était conservatrice. J'avais eu cette demande, j'en avais parlé. Mais sans avoir démonté, avoir eu ces automates en restauration dans les mains, je suis parti dans cette aventure. Ça a duré 2 ans avant de pouvoir livrer le premier automate dessinateur qui faisait le toutou et le portrait de Louis XV. Et ça, c'était déjà toute une aventure pour y arriver. Mais j'ai quand même fait 2-3 petites des différences par rapport à ça au niveau de la régulation, de la vitesse de l'automate. J'ai pas repris un système à fusée avec une chaîne à fusée. Je me suis plus inspiré des moteurs qui étaient faits pour les phonographes Thorens dans les années 20, où on arrive au même résultat, si c'est pas mieux, mais qui n'existait pas à la fin du 18e. Donc je me suis amusé à faire ça. Le plus dur, c'était de retrouver comment ils ont fait les cams, donc les disques qui font les dessins. Ça, c'était vraiment le plus dur, mais de façon manuelle, donc sans utiliser aucun ordinateur et autres. Donc là, je suis parti dans l'idée que le pantographe avait été inventé à cette époque. Donc j'ai agrandi mes cams, j'ai fait les dessins que je voulais. Ensuite, je les ai réduits grâce à un pantographe aussi ancien. Et puis là, ça a marché. Donc je me suis dit, j'ai supposé que c'était comme ça qu'il l'avait fait. Et puis après, j'en ai fait 1, 2, 3. Et puis maintenant, j'en suis au 8e grand dessinateur écrivain. Puis j'en ai fait des plus petits, où il y a moins de cam et qui peut faire des dessins, des écritures de 45 à 1 minute. Alors que les autres, pendant 6 minutes, il peut écrire, dessiner. Et puis là, sur le salon, j'ai présenté un Léonard de Vinci qui n'est pas complètement terminé, à 36 cams de dessin, qui peut faire un dessin pendant 6 minutes. Mais d'inspiration, déjà Jacques Hédreau de Neuchâtel, dont
D'où l'utilité des musées, ou s'il n'y avait pas eu ce musée-là, j'aurais pas vu cet automate en vrai. C'est pas la même chose qu'un livre, hein. Quand vous voyez les choses en 3D, c'est pas la même chose. Vous vous sentez vraiment proche de celui qui les a fabriqués. Et puis là, je dirais, ça m'a obsédé de me dire, mais tout le monde disait, on savait le faire fin 18e, maintenant on sait plus le faire, on est moins intelligent, ou on est moins ci, moins ça. Puis là, je me suis dit, là, j'ai vraiment croché pour y arriver. Puis j'ai redécouvert un savoir-faire qui avait disparu. Et puis maintenant, bah, mon but ultime, après 40 ans d'indépendance, bah, c'est de transmettre ce savoir-faire. Et puis les CAM du Léonard de Vinci que j'ai présenté ici, qui ne sont pas terminés, seront terminés par des jeunes de 25 ans à qui je vais expliquer comment les faire avec un photographe, parce qu'il y a quand même toute une partie artistique à faire. C'est un peu comme une composition sur une boîte à musique, hein, où il faut prendre une mélodie et puis la transcrire sur un cylindre. Bah là, c'est un peu la même chose. Vous prenez un dessin, vous devez le transcrire sur des cams. Donc, il y a quand même tout un petit côté habile à faire que j'ai envie de transmettre, quoi. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de fusées, si j'ai bien compris. Les cams, je vois encore à peu près. Bon, si vous voulez, les fusées, c'est un mécanisme qui a une forme conique sur laquelle une chaîne vient s'enrouler. Et quand elle est sur le petit diamètre, enfin sur le barillet, c'est un peu dur à expliquer, mais le barillet, quand vous remontez en automate, bah forcément au début, il a beaucoup de force et à la fin, il en a moins. Donc pour compenser cette descente de puissance à mesure que l'automate fonctionne, ben, je ne sais pas qui a inventé ça. En horlogerie, cette façon, c'est en horlogerie que ça a été inventé. On tire sur un petit diamètre au départ quand on a beaucoup de force et à la fin, on vient tirer sur un grand diamètre quand on a moins de force. Comme ça équilibre cette force qui après, cette énergie qui après est régulée sur des pales, sur une hélice, quoi. Alors que dans ce que je fais actuellement, j'ai plus ce système-là, mais je travaille avec un régulateur qui n'est pas à air. C'est pas l'air qui freine le régulateur, mais c'est des maslottes qui sont sur un axe et avec la force centrifuge, elle tire un plateau vertical avec un frein et puis on arrive à des vitesses beaucoup plus constantes, comme sur les 78 tours qu'on avait dans les années 20, où on remonte. Et le disque, il fonctionne du début à la fin à la même vitesse. Mais ça n'existait pas à la fin du 18e. C'est pour ça que j'ai pris ce mécanisme, en me disant que c'était amélioré. Dans toutes les pièces qu'il y a au Musée des Arts et d'Histoire, je sais qu'il y en a une qui prédit l'avenir. Alors, exactement, c'est au Musée international de l'horlogerie que cette pièce existe. Vous faites allusion, je pense, au petit magicien des frères Maillardet. Alors, c'est pas une prédiction d'avenir, mais c'est un magicien qui répond à certaines questions. L'une d'elles, par exemple, c'est quel est le bien plus précieux de la vie ? Et puis la réponse qui va être donnée par le magicien, c'est la santé. Le spectateur, si on veut, dépose une question dans un petit tiroir. Le magicien lit cette question et lui répond par le même biais avec une réponse écrite. C'est totalement inspiré aussi des travaux de Jacques Hédreau et de Maillardet. Maillardet est un horloger neuchâtelois également, comme les Jacques Hédreau. Et il y a donc tout un développement aussi de cette mécanique d'art qui se fait sur Neuchâtel et puis qui va être ensuite diffusée. Et maintenant, c'est Sainte-Croix qui est vraiment le nid de cette mécanique d'art et c'est là où se prépare la transmission vers le futur. Donc Jacques Hédreau, c'est un incontournable. Il faut retenir son nom. Alors il faut retenir le nom de Pierre et Henri-Louis Jacques Hédreau, voilà, né au XVIIIe siècle à La Chaux-de-Fonds et qui ont fait voyager des automates et des pendules. Alors, pas seulement, ils étaient penduliers, des pendules de grand format, à travers les cours européennes, où ils ont emmené leurs automates, où ils ont organisé des spectacles, payants d'ailleurs, pour que le public puisse venir admirer ces androïdes, effectivement, qui étaient fascinants pour le public. C'est vraiment des objets presque humains, effectivement, qui sont présentés. Et on était en quelle époque, là ? Alors, on est deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est impressionnant d'imaginer les conditions de transport de ces objets. Bon, ils avaient 2 horlogers à leur chevet nuit et jour, mais c'est des objets de grand prestige qui valaient des fortunes. C'est pour ça que tous ces objets ont eu pour premier client des élites qui avaient les moyens. Parce que les élites les achetaient. Oui,
C'est vrai que les 3 automates qui sont conservés à Genève ont été l'objet de plusieurs études. Ils ont été restaurés, ils ont été présentés. Et puis, pareillement pour le musée de Genève, on procède de la même façon à la documentation, démontage, documentation, conservation de nos pendules à automates pour les préserver et puis les transmettre plus loin. Pour que justement les artisans d'aujourd'hui, les mécaniciens d'art d'aujourd'hui puissent se référer aux objets originaux. Et c'est tout le débat aussi qu'on a beaucoup avec le public, c'est de savoir pourquoi vos objets ne fonctionnent pas quand ils sont dans une exposition. C'est pour les préserver et c'est parce que, ou alors il faudrait les entretenir complètement et avoir vraiment quelqu'un qui s'occupe à plein temps de ces, ou faire des copies. Et nous, grâce aux technologies actuelles, le but est de préserver et donc d'enregistrer, de filmer, d'enregistrer ces objets et puis pour pouvoir les transmettre aussi en fonctionnement. Effectivement, la vue en 3D présente une information tellement différente de ce qui serait dessiné, ce qui serait sur plan. Et c'est pour ça que les automates, par exemple arabes, et les clepsydres, notamment, je pense à la clepsydre qui est conservée au Locle aussi. C'est aussi un éléphant qui fonctionne à l'eau et qui a aussi toutes sortes de fonctions d'animation. Mais c'est un objet qu'on ne connaissait que par l'écrit, par le dessin et qui a été reconstitué d'après dessin. Alors on n'est pas sûr que c'est exactement ce que le créateur avait voulu faire. C'est pour ça aussi que c'est intéressant que nous puissions documenter ce qui est quelque part immatériel. Le patrimoine immatériel a pris une grande importance ces dernières années parce qu'on aimerait pouvoir aussi promouvoir ce patrimoine-là qui dit les gestes ou qui donne accès un peu à la créativité ou aux gestes du créateur à travers des dessins, des plans techniques ou des croquis simplement pour voir l'imagination en fonction. François, quand vous voyez un automate comme ça, ancien, pour comprendre comment il fonctionne, il faut le démonter ? Pas complètement, non, parce que c'est vrai que c'est plus ou moins tout le temps les mêmes bases. Si on prend les moteurs à ressort, comme j'ai dit avant, c'est toujours un barillet avec un ressort à l'intérieur, un remontage, un mécanisme à fusée, un volant. Ça, c'est presque immuable. Dans tous ces objets fin 18e, c'était la meilleure façon de faire fonctionner un automate sans que ça fasse trop de bruit, parce qu'il faut que ça soit silencieux aussi. Si on a un carillon ou bien autre boîte à musique, si le moteur lui-même fait du bruit, ça parasite tout le reste. Donc là, ils avaient trouvé la bonne façon de faire ça avec les bonnes vitesses sans que ça fasse trop de bruit. La raison pour laquelle on tient autant à ces objets, c'est parce que dans la situation actuelle, on fabrique que des objets qui sont hors d'usage après très peu d'années. Donc on se dit qu'au niveau des archives, qu'est-ce qu'on va laisser dans le monde futur ? Pas grand-chose. Alors que ces objets, on s'y est jamais autant intéressé que maintenant. Mais ces objets-là, ils sont extraordinaires. Ils ont traversé 200-300 ans et ils fonctionnent toujours. On peut toujours les réparer. C'est un témoignage incroyable. Moi, je trouve que c'est important de faire des objets dont on sait qu'ils perdureront dans le temps. Ça fait aussi partie de l'intérêt de faire ce métier. Estelle, s'il te plaît, à partir de quel moment on est passé donc de l'objet automate qui est donc gros, qui est spectaculaire et qu'on trimballe dans les cours, à un objet qui est que pour soi, comme les montres automates ? Alors, les montres à automates apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, ou en tout cas commencent à vivre un âge d'or à ce moment-là, parce que les horlogers, à cette époque-là, ont maîtrisé la précision de marche, ont réussi à développer des inventions qui ont permis de miniaturiser davantage les mouvements, de réduire les épaisseurs également, puisque des gros oignons de montres de poche, de montres gousset, on arrive à des montres de poche beaucoup plus plates. Tous ces facteurs font que la stimulation des inventeurs est présente et puis pour aussi charmer de plus en plus de clients, pour attirer l'attention de nouveaux clients, les horlogers ont diversifié leur offre et les automates font partie de cette offre diversifiée. Donc ce sont des petits personnages comme des amours forgerons qui tapent sur des enclumes, des cuisines qui fonctionnent avec le poulet qui rôtit à la broche, des Martines, effectivement, comme sur les horloges de Beffroi, le chien qui aboie contre le cygne et qui est une réplique mécanique d'un tableau célèbre de Charles Oudry, par exemple.
Ce sont des scènes animées qui sont immédiatement visibles, soit sur le cadran de la montre, soit nécessitent d'ouvrir la boîte de montre et puis d'accéder à une scène particulière. Alors je parle de scènes parce que souvent ce sont des petites histoires racontées et des scènes défilantes sur un cadran qui font une petite histoire, un cheminement. Nous présentons dans l'exposition une lunette de théâtre qui est un accessoire donc pour voir le spectacle sur scène en réel. Et puis au moment de l'entracte, on le suppose, une montre donne l'heure. Et puis à côté de cette montre, une scène défilante qui est un nouveau petit spectacle offert pendant l'entracte. Et donc des objets très raffinés, extraordinaires, qui suscitent l'émerveillement. D'autre part, les oiseaux chanteurs, et ça c'est Jacques Hédreau également qu'on va retrouver là, ce nom. Jacques Hédreau introduit des oiseaux chanteurs dans ses montres et visibles sur le cadran, ou des flacons de parfum dont le sommet, le couvercle, est orné d'un oiseau chanteur. Et tous ces objets un peu magiques, quelque part fascinants, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un s'extasier devant un oiseau chanteur, mais immanquablement, il y a un grand sourire qui se dessine sur un visage, et c'est quelque chose de fascinant, d'hypnotique quelque part. Donc tous ces attraits ont été introduits dans l'horlogerie de petits formats pour que les personnes puissent porter sur eux ce genre d'accessoires qui sont plus que des accessoires, qui deviennent vraiment des objets intimes, attachants. Et puis on parlait des montres érotiques qui font fonctionner des automates aussi, alors qui étaient aussi des objets particuliers puisque quelque part secrets, discrets, mais qui montraient des intentions cachées, qui ont été en vogue aussi au tournant du 19e siècle. Et François, comment ça fonctionne ? Pour ce qui est des mécanismes des montres automates, ça ressemble beaucoup à des automates de plus grande taille. Donc, tout a été réduit, le barillet, le ressort, tout est beaucoup plus fin. Le système de freinage pour qu'il y ait une vitesse constante, c'est aussi une petite hélice. C'est toute de la miniaturisation en fait. C'est vrai qu'après, quand ils ont mis dans des montres des peignes pour faire de la musique, ça c'est encore antérieur aux boîtes à musique qu'on connaît actuellement. Ça veut dire que chaque lame était séparée avec une seule vis, une lame, et souvent elles étaient placées un petit peu comme un éventail, et dessous il y avait un plateau avec des goupilles qui étaient plantées dessus, puis quand ce plateau tournait, il faisait vibrer telle ou telle lame, puis qui donnait une petite mélodie. Souvent c'était J'ai du bon tabac. Ça revenait souvent comme mélodie. Donc encore la preuve que c'est vraiment une chanson très ancienne. Qu'on fasse bouger une lune ou qu'on fasse bouger un automate ou bien un plateau qui ensuite va faire vibrer des lames de musique, le mécanisme est très similaire. Le plus difficile dans une montre, c'est justement de supprimer le bruit du mécanisme. Parce que c'est comme les répétitions minutes, quand vous les armez pour écouter le son des timbres qui va vous dire les minutes, les quarts d'heure, les heures. C'est vrai qu'on entend souvent le petit régulateur qui tourne très vite et puis qui parasite légèrement le son de la répétition minute. Mais actuellement, dans les nouveaux modèles qu'on fabrique, ils ont trouvé des nouveaux régulateurs qui fonctionnent avec des systèmes d'aimantation et autres qui ne font plus de bruit. Donc, on a réussi à améliorer ces systèmes-là. Pour les boîtes à musique, ça revient encore un petit peu à la mode aussi, les montres musicales. Là, j'ai un ami, Nicolas Cour, qui en refait quelques-unes. Il fait aussi même des boîtes à musique qui vont dans des stylos. Donc, on peut toujours miniaturiser ça. La difficulté, c'est de trouver le bon acier pour qu'il résonne bien, pour qu'on ait un son qui soit audible. Donc souvent, c'est les matériaux qui font défaut maintenant. Parce qu'à l'époque, ils avaient des matériaux qui étaient beaucoup plus, on peut dire, mélangés, qui étaient moins nobles que ce qu'on trouve maintenant et qui avaient une meilleure sonorité. Maintenant, on a des aciers qui sont tellement affinés qu'ils ne sortent pas un son aussi puissant que ce qu'il y avait à l'époque. Donc, on a quand même toujours des difficultés à trouver certaines choses, quoi. En tout état de cause, ce sont forcément des objets précieux. Par exemple, tu m'as montré une sorte de bracelet qui vient de la collection Faber. Il y a un diamant central et après, il y a deux mécanismes qui tournent qui sont entièrement diamantés sur le dessus, qui n'est pas une montre, mais qui a la grandeur d'une montre en diamant et qui tourne. Et qui se remonte avec une clé. C'est ça. Mais la montre est présente sous ces mécanismes endiamantés qui reproduisent en fait un mouvement un peu hypnotique, tel que ceux qu'on retrouve sur les pendules d'ailleurs, et celles notamment destinées au marché du Moyen-Orient
et de l'Orient. Et ça, cet objet, c'est un objet globalement des années 40. Alors je dirais qu'il est fin 19e siècle, mais il a une allure qui se rapproche des bijoux des années 1940, effectivement. L'effet cinétique de mouvement, c'est ça qui nous a interpellés. Un accessoire qui a quelque chose du jouet, quelque part, ou du spectacle mobile de petite taille qui intrigue et qui fait partie justement de ces propositions de diversification des horlogers. François, toi, tu as réalisé La Fontaine aux oiseaux et l'Ondine de Van Cleef & Arpels. Donc ça fait partie de ce renouveau en fait de la mécanique. Tu nous dévoiles les secrets ou c'est pas permis? Disons là, il y avait c'est pas vraiment un secret, mais il y avait, comme je connais bien l'historique des automates et autres, surtout fin du 18e, je voulais pas m'inspirer ou recopier quelque chose qui était déjà fait. Comme par exemple, quand ils voulaient représenter une chute d'eau, à l'époque, ils prenaient du cristal qui torsadait. Et puis, une fois qu'on le fait tourner, ça donne cette illusion d'optique qu'il y a de l'eau qui coule. Donc, pour faire le bassin d'eau de la fontaine aux oiseaux, je voulais pas reprendre ce système de verre torsadé pour faire du fin 18e siècle moderne, enfin bref, une espèce de mix des deux. Donc là, plutôt que de le faire, j'ai fait des vagues verticales, on peut dire. Il y en a une soixantaine qui sont côte à côte et qui bougent de façon excentrique. Donc ça veut dire qu'on a l'impression qu'elles se déplacent, enfin elles se déplacent d'haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Et quand elles sont toutes mélangées comme ça donne un effet d'optique d'eau différent de ces torsades. Donc ça, c'était déjà un but. Et puis le deuxième, c'était au niveau des pattes des oiseaux. Il a eu existé des oiseaux qui se déplacent d'une branche à l'autre. Ça, c'est connu. Les Jacques Hédro en ont fait, Bontemps et autres. Mais moi, je voulais que les pattes se déplacent sur le bord d'un vase, donc de manière à une patte après l'autre qui monte, qui descend, puis qui se déplace en même temps que l'oiseau, pour donner cet effet magique et en même temps spectaculaire. Donc là, il y a eu toute une recherche pour avoir la bonne cinématique avec les doigts qui bougent, qui sont articulés. Donc vraiment, ils soulèvent les pattes, les doigts se rétractent. Ensuite, ils prennent la forme du vase en se déposant sur le bord. Et là, cet effet-là, je veux dire, la moitié des gens qui regardaient ça, ils disaient: ah, mais t'as vu les pattes qui bougent. Donc voilà, c'est ce côté magique qu'on cherche, ce côté spectacle, tout en s'inspirant de ce qui s'est fait avant, mais en essayant de mettre des choses nouvelles en avant, comme aussi la personne qui a fait la coquille d'œuf pour recouvrir le vase. Ça, c'était aussi un métier d'art qui avait un peu disparu. Donc, elle prend des œufs de poule, elle les écrase, et avec les morceaux, elle fait des mosaïques, comme une marqueterie, qu'elle vient coller sur le bord du vase, et ça donne un aspect assez incroyable. Et ça, c'est un petit peu ce que je trouve bien dans certaines maisons qui cherchent à sauvegarder ces métiers d'art, c'est que non seulement elles les sauvegardent, mais en plus, on les redécouvre. Et quand on peut mettre tous ces métiers d'art sur un seul objet, forcément qu'on fait un objet extraordinaire, parce que c'est un objet qui est impossible à faire seul. Il faut être tout un tas d'artisans, de designers, de spécialistes et autres. Et puis, grâce à ces grandes maisons, ça nous permet de pouvoir réaliser ces objets-là, quoi. On a eu le secret des petites pattes de La Fontaine aux oiseaux. Donc dans l'Ondine, est-ce qu'il y a encore un autre secret? C'est difficile à dire, c'est pas vraiment des secrets, c'est le but dans la joaillerie, ce qui est plus difficile que des automates comme les Jacques Hédro ou des dessinateurs écrivains comme j'ai fait, c'est qu'avec les habits, vous pouvez cacher toutes les articulations, des épaules, des coudes. Dans la joaillerie, vous pouvez pas le faire. Si vous voulez monter une aile d'oiseau, il faut pas qu'on voit l'axe de l'aile, la charnière. Donc il faut la recouvrir comme des petites tuiles avec des petits morceaux de plumes qui font que quand l'aile va se soulever, on a l'impression que les plumes plient. Mais comme l'or ne plie pas, il faut donner cette illusion que l'or est malléable. La même chose pour les pattes, la même chose pour les plumes, la queue, les ailes, la tête. Tout ça, c'est des matériaux qui sont durs. Donc c'est une autre approche des automates que les automates plus traditionnels avec des habits. Ça se rapproche plus de l'horlogerie, des montres, mais avec des dimensions qui sont beaucoup plus grandes. Pour faire déplacer deux oiseaux qui font 500 grammes chacun en or, sans qu'on sente qu'ils soient lourds, il y a tout un mécanisme derrière pour amortir ces masses, cette inertie, pour qu'on ait l'impression qu'ils soient le plus légers possible, puis que ce soit réellement les oiseaux qui se déplacent et non pas un mécanisme qui est caché dessous. Donc c'est un petit peu ça l'art de l'automatier, c'est de trouver des techniques pour qu'il n'y ait pas d'à-coups, qu'il n'y ait pas de mouvements saccadés,
qu'on ait l'impression que tout soit coulé, tout soit naturel. Je pense que c'est dans les plus grandes difficultés des automates, c'est donner cet aspect de mouvement très, très doux. Vous aviez parlé des automates que vous réalisiez qui dessinaient. Est-ce que votre Léonard de Vinci psychédélique en fait partie? Alors oui, celui-ci, c'est le numéro 8, donc il va dessiner un plan technique, style un hélicoptère, il va dessiner un cheval, parce qu'il dessinait très bien les chevaux, Léonard, et puis il va faire sa signature, puis des explications en latin, mais en miroir. Donc il va écrire en miroir, comme il le faisait à l'époque. Donc ça, j'ai jamais fait d'automate qui écrit en miroir, puis ça va être assez drôle à faire, quoi. Je me réjouis. Parce que du coup, la difficulté, c'est d'inverser les mouvements? Non, pas vraiment. La difficulté, c'est vraiment de transcrire le dessin sur des disques, sur des cams, pour avoir ces mouvements. Et aussi, sans saccade, qui dessine de façon coulée, naturelle, sans que tout d'un coup, il ait le bras qui se mette à vibrer quand il change de ligne ou quand il change de cam et autres. Ça, c'est tous ces petits détails-là qui font la difficulté, quoi. Alors, petite question indiscrète, Estelle. Au musée des Arts et d'Histoire de Genève, est-ce qu'il y a un automate que tu rêverais d'avoir dans ta collection? Non, évidemment. Non, non, tout ce que vient d'évoquer François, c'est évidemment le rêve d'un conservateur de pouvoir dire nous avons une pièce exceptionnelle, voilà, quelque chose d'extraordinaire, une pièce unique qui réunit tous les savoir-faire, et c'est ça que je trouve extraordinaire avec par exemple la fée Ondine. Quand j'ai les découvertes, les ailes de cette fée sont travaillées avec de l'émail plique à jour, si je me souviens bien, avec différentes techniques, des mots, avec il y a la gravure, on a évoqué cette marqueterie de coquilles d'œufs qui évoque évidemment chez nous dans les arts décoratifs Jean Dunand, ses paravents, ces objets en lac et coquilles d'œufs, ces objets qui parlent de ces savoir-faire, de cette multiplicité aussi des imaginations qui ont été développées, puis de cette perméabilité un peu des techniques, mais justement on parle de la laque qui vient du Japon, de la Chine, qui est importée en Europe, qui est développée différemment en Europe et inversement. C'est cet univers au sens du globe terrestre quelque part. Donc un objet exceptionnel qui dirait tout ça. Évidemment, c'est extraordinaire. Nous avons une cage à oiseaux aussi des frères Rochat qui réunit justement tous ces savoir-faire de la joaillerie, de l'émaillerie, de la mécanique, les oiseaux chantants. Et ça nous fait quelque chose déjà de très important et des highlights qui font connaître quelque part Genève et son savoir-faire. Alors, comment est-elle cette cage à oiseaux magique? Alors, il faut imaginer une petite cage à oiseaux qui fait 20-30 cm de haut, dont la base contient une montre et un mécanisme à musique, et puis qui renferme un nid avec 2 oisillons, et puis l'oiseau, la maman, on va dire, qui surveille ces 2 oiseaux et qui se mettent à chanter au passage de l'heure. Une cage en or, sertie de diamants, sertie de pierres de couleur, et puis des mots qui sont tous plus chatoyants les uns que les autres. Donc un objet exceptionnel comme celui que François décrivait, qui a été réalisé de manière contemporaine. Ce qui est intéressant aussi dans nos musées, c'est qu'on garde le contact très étroit avec la création d'aujourd'hui. Donc on a la chance de pouvoir parfois introduire aussi des objets contemporains qui disent toute cette histoire et qui sont une continuité. Je parlais de mémoire ou de patrimoine immatériel. L'alimentation se fait grâce au contact avec les créateurs d'aujourd'hui. C'est une des missions les plus intéressantes de nos institutions. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des jeunes, tu allais leur dévoiler l'intérieur de tes automates et que tu allais leur apprendre. Bah oui, bien sûr. Quand on vous explique tout de suite la bonne façon de faire, ça va très vite. Donc là, on peut gagner beaucoup de temps. Si on enseigne dès le début les bonnes choses à des jeunes, après, ils vont évoluer plus vite, puis ils vont garder un savoir-faire plus longtemps qu'ils pourront transmettre eux aussi. Et puis moi, dans la recherche, comme moi je l'ai été, ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour faire pas mal de recherches aussi. Et donc, du coup, ces jeunes, tu vas les former et ils vont faire quoi après? D'abord, en combien de temps on est formé? Bon, ben, ça dépend jusqu'où on peut aller. Moi, je dirais entre 5 et 10 ans, quoi. Déjà après 5 ans, on peut déjà faire des choses bien. Après 10 ans, c'est mieux. Maintenant, grâce à ces nouvelles technologies,
de simulation, on peut faire fonctionner un automate, un mouvement d'oiseaux et autres avant que l'oiseau soit construit. Donc ça, c'est vraiment chouette. Moi, je passais énormément de temps à l'étau, sur des machines ou à tailler des engrenages à l'époque. Maintenant, je ne taille plus un engrenage. Je veux dire, on fait des plans, des XF, on les donne, c'est découpé au fil, c'est découpé par des fraises, des CNC, d'une qualité encore meilleure. Et après, vous montez ça d'après votre construction. Et ça, il y a un attrait pour ça. En tout cas, les jeunes qui travaillent dans mon atelier adorent ça parce qu'ils disent, c'est bien parce qu'on fait les dessins, après on reçoit les pièces, on les monte, on les teste, si ça ne va pas, on les refait, etc. On les met au point, on les ajuste. Il y a toujours la main qui est là pour après ajuster ça. C'est pas comme un Lego où on fait que de mettre des pièces, puis c'est tout. Et ça, c'est plaisant parce qu'ils travaillent de A à Z. C'est pas qu'une partie, que des maillons au milieu d'une chaîne où ils savent pas ce qu'ils font, pourquoi et à quoi ça va servir. Est-ce que vous avez encore un rêve après ? Ouais, j'aimerais bien faire un jongleur. Ouais. Ça n'a jamais été fait. Qui jongle réellement. Avec 2 balles. Avec pas 2 3. balles. 3, j'arrive pas. Avec 2, j'arrive parce que quand il démarre, il faut bien qu'il ait une balle dans chaque main. Puis à un moment donné, bon voilà. Mais ça devrait être possible. Et puis ça serait assez marrant. Mais assez petit, je le ferais 20 cm comme ça. La difficulté, c'est l'équilibre entre les 2 balles ? La difficulté, c'est la bonne vitesse. Je sais pas comment on appelle ça, de la balistique. Oui, On pourrait même faire jongler avec des pierres. des diamants. On le fait jongler avec des diamants, là, un dans chaque main. Puis après, hop, il a disparu comme un magicien. Eh bien, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Estelle. Merci à vous. Merci François. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Et À au bientôt. prochain automate jongleur. Oui. Oui. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode des Univers de J'aime Genève. J'espère qu'il vous a plu et que nous pourrons en parler ensemble le mois prochain lors de la nouvelle édition du Salon, avant de nous retrouver sur ce podcast en janvier pour une nouvelle série d'épisodes sur la joaillerie. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Les semaines prochaines, je vous retrouverai en alternance sur les podcasts Brillante et le bijou comme un bisou. Faites-moi plaisir, soutenez les podcasts en mettant des avis, des pouces, des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et partagez ce podcast sur vos réseaux sociaux. À tout bientôt.